Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Martin, qui est Chief HR Officer Belux chez Equans. Equans est une entreprise française qui est une filiale à 100% du groupe Bouygues et qui a pour vocation d'amener les entreprises industrielles d'infrastructure vers les transitions énergétiques et climatiques. Elle aide ses clients à réduire leur consommation d'énergie dans leurs bâtiments et aussi à les connecter avec des sources d'énergie qui sont plus durables. Elle travaille aussi sur la transformation digitale et sur ce qu'on appelle les Solar and Store Centers. En bref, Equans offre à ses clients des solutions techniques et technologiques pour améliorer leur fonctionnement au quotidien. Jean-Pierre est un leader RH qui considère l'humain comme une fin et pas comme un moyen. Il a forgé ses convictions fort de ses 30 années d'expérience RH et gère une équipe de 130 personnes au service des 10 000 employés d'Equans Belux, une PME dans l'entreprise. Nous parlerons d'éthique, de relations avec les partenaires sociaux, de nouvelles générations, de changements culturels et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TransSearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Jean-Pierre Martin, le CHRO de Equans Belux. Nous offrons à nos clients des solutions techniques et technologiques pour améliorer leur fonctionnement au quotidien. Quelles sont les grandes étapes qui ont marqué ton parcours professionnel, Jean-Pierre ? Je dirais que la première grande étape, c'est le choix de mes études, puisque jusqu'à à peu près 18 ans, j'avais l'idée de devenir ingénieur civil, et c'était surtout l'idée de mon père plutôt que la mienne, je pense. Et je me suis rendu compte en préparant l'examen d'entrée que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire à l'université. Et du coup, je me suis tourné vers d'autres choses en écoutant des personnes inspirantes à propos des études possibles. Et je me suis rendu compte que j'étais plus fait pour l'humain que pour les calculs. Et j'ai choisi des études qui m'amenaient au métier des ressources humaines que j'exerce. Alors, le 1er octobre cette année, ça fera 30 ans que j'exerce dans les ressources humaines en ayant travaillé dans différents secteurs. Le secteur hospitalier, le secteur de la distribution, l'industrie et le service aux industries et le transport également. Donc voilà, assez large comme expérience dans différents secteurs, mais toujours le fil rouge des ressources humaines. Oui, tu es modeste, le transport, tu as quand même été jusque récemment Senior VP HR à la STIB, qui est le plus gros employeur de Bruxelles, si je ne Oui, c'est exact. Voilà. Donc je pense aussi que c'est un trait de ma carrière, c'est que j'ai toujours travaillé comme généraliste RH dans des périmètres d'abord petits, puis de plus en plus grands et puis de plus en plus complexes. En effet, pour terminer, avant d'arriver chez Equans, Senior VP HR à la STIB, qui est en effet un gros employeur, puisqu'on parle de 10 500 travailleurs à Bruxelles, le plus gros employeur de la capitale, oui. Oui, chouette. Est-ce qu'il y a un moment qui a été un moment pivot dans ta carrière ou un moment qui compte que tu as envie de partager ? Je pense que dans les moments, il y en a eu plusieurs et qui sont souvent liés à des rencontres. Donc des rencontres avec des personnes qui m'ont marqué par leur capacité à m'inspirer, à me faire grandir, à me pousser en dehors de mes limites ou à me faire découvrir des nouveaux horizons. Et donc, il n'y a pas de moment particulier à souligner un plus que d'autres, mais c'est vraiment les rencontres avec certaines personnes, soit des patrons RH qui étaient au-dessus de moi, soit des patrons opérationnels, et je dirais même plus souvent des rencontres avec des patrons opérationnels qui m'ont ouvert les yeux sur des réalités d'entreprise que je découvrais, et donc qui m'ont fait grandir et qui m'ont fait évoluer. Ah oui, tu as eu un mentor ou quelqu'un qui t'a particulièrement inspiré dans ta carrière ? Je dis c'est plutôt des patrons opérationnels, des CEO pour qui j'ai travaillé, qui m'ont appris les réalités de l'entreprise, les réalités de ce que c'est la gestion d'une entreprise, mais aussi et c'est ceux qui m'ont le plus marqué, il y en a 2, 3 qui m'ont marqué vraiment par leurs valeurs et leur approche de la gestion d'entreprise. Donc en termes d'éthique, de valeurs ou de culture qui me parlaient moi, en tout cas, qui me parlaient beaucoup. Et ça, c'est vraiment des choses qui ont marqué des points dans ma carrière. Donc il y a eu le CEO de SPIE, il y a eu le CEO de l'activité béton chez Holcim. Et donc aussi plutôt dans ma carrière, le patron de Pharma Belgium, donc la distribution de produits pharmaceutiques, qui était un monsieur de Nice avec un accent
très de Nice et donc assez chantant et particulier, mais qui par certains aspects a vraiment marqué ma façon de travailler et notamment sur la partie éthique et responsabilité humaine dans les entreprises. Ah oui, tu peux en dire plus sur cette partie, Jean-Pierre, sur les aspects éthiques? Alors oui, donc je pense aussi que c'est au fil du temps j'ai travaillé. Enfin, pour moi, la notion d'éthique est quelque chose d'important, hein, donc de faire les choses correctement, où on se sent en adéquation avec soi-même et comment respecté dans ses valeurs, avec un niveau d'éthique important. Donc voilà, moi j'ai travaillé dans des entreprises, notamment l'industrie du ciment, où ce sont des secteurs très concentrés, il y a très peu de concurrence. Et on pourrait vite avoir tendance à faire des ententes ou à travailler ensemble pour un petit peu maîtriser le marché. Et donc chez Holcim, par exemple, là, l'idée, c'était vraiment de dire, nous, on est respectueux de l'éthique, on a des très très hauts standards d'éthique et si on se rend compte qu'on est dans des réunions ou des moments où on va dévier de ces principes-là, il faut en sortir et il faut le dénoncer. Et donc je trouve que ça, c'est des choses vraiment importantes et qu'on peut appliquer aussi à des critères humains. Je trouve qu'il faut avoir une éthique dans le métier des ressources humaines importante où on doit placer clairement l'humain au centre des préoccupations et donc le bien-être de nos collaborateurs avant le profit, même évidemment si cette dimension-là est importante. Quels sont les autres éléments dans lesquels tu crois profondément au niveau leadership? Donc l'éthique, on comprend que c'est Oui. central. Quels sont les autres éléments qui sont centraux dans le leadership pour toi? Ben, j'aime bien la dimension de management humain des entreprises parce que ça reprend à la fois la dimension management, hein, où on doit évidemment réaliser une ambition, des objectifs, une vision, servir ses clients, et humain parce qu'il faut le faire avec une approche où on tient compte des personnes, on les écoute, on essaie de trouver la meilleure adéquation entre les aspirations des uns et les besoins de l'entreprise. Et donc c'est quelque part un contrat morale entre les parties pour que ça fonctionne. Et donc, je trouve que c'est plus important de dire la fin, c'est les personnes, que ce soit les collaborateurs, les clients, les actionnaires, plutôt que la fin, c'est le profit, qui est la conséquence, quelque part, du fonctionnement de l'entreprise et de l'humain. Moi, je crois vraiment dans la connexion des personnes. Et la connexion, hein, on parle beaucoup dans les termes managériaux avec des termes anglais, mais dans le stakeholder management, quoi. La gestion des parties prenantes, on en a plein. En RH, on a des collaborateurs, on a des managers, on a des relations industrielles et syndicales, mais on a aussi un actionnaire à qui on doit répondre, du management à qui on doit répondre, des partenaires externes, parce qu'on travaille beaucoup de partenaires externes dans les ressources humaines. Et donc, cette gestion-là me paraît vraiment importante et de respecter tous ces interlocuteurs, ne pas être dans un rapport de force gagnant-perdant, mais d'être plutôt dans un partenariat avec ces différentes parties prenantes. Parce que Tu as cité les syndicats, tu as beaucoup d'expérience en gestion des relations bah syndicales. oui, parce que j'ai travaillé dans beaucoup d'organisations fortement syndiquées, hein, donc dans le secteur des carrières, par exemple, là, il faut savoir que la commission paritaire 100 n'existe pas. La 101, c'est les mines, et la 102, c'est les carrières. Donc il y a une tradition ancestrale des relations syndicales. À la STIB, il y avait un travailleur sur 20 qui était délégué syndical. Donc effectivement, à la STIB, on avait plus de 500 délégués syndicaux. Donc c'est quelque chose d'important. Et donc les syndicats, il faut construire une relation de long terme avec eux. Parce que du court terme, ça marche jamais. Sinon, il y a un effet boomerang. Si on leur fait un coup dans le dos, pour parler simplement, ben, je veux dire, après, il va revenir, hein. Donc, si on gagne une victoire à un moment donné sur un sujet où les syndicats ne se sentent pas respectés ou sentent qu'ils ont été bafoués, ben, le coup d'après, ça va être exactement l'inverse. Et donc, moi, je suis convaincu qu'il faut construire des relations syndicales de long terme et surtout dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Pour qu'il n'y ait pas de surprise. Même si on est dans des contextes difficiles, moi j'ai dû travailler dans des contextes où on avait des relations, des contextes de perte d'entreprise et donc on avait des licenciements collectifs avec Loi Renault, etc. Il ne faut pas le cacher aux syndicats, il faut l'amener petit à petit, il faut leur expliquer que la situation n'est pas durable et qu'on va devoir faire des changements importants. Et puis après, en amont de ça, il faut surtout travailler pour éviter d'arriver dans ce genre de situation et de devoir déclencher des processus fort désagréables de licenciement collectif. Et donc d'avoir les syndicats comme partenaires pour éviter d'arriver à une situation où on sera obligé de prendre des décisions difficiles.
Est-ce que ça t'a parfois valu des tensions avec le line management, avec les opérationnels, cette optique d'être à plus long terme et de transparence avec les syndicats? Est-ce que tu as toujours réussi à embarquer là-dedans le management des entreprises? Oui, alors ça s'est pas toujours fait sans mal d'embarquer le management parce que parfois j'ai travaillé dans des entreprises où le rapport de force était franchement important ou tendance conflictuelle, où on avait la direction d'un côté, les syndicats de l'autre qui se parlaient par invective ou en se fâchant. Ce qui peut arriver, hein, donc dans la vie d'une entreprise, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de tension, donc ça peut arriver, mais quand on est dans un moment où il n'y a pas de tension particulière, il n'y a pas d'événements d'affaires qui font qu'on a un agenda compliqué avec les syndicats, il n'y a pas de raison de se crier dessus. Et donc, je me rappelle, quand j'étais chez SPI, le CEO de SPI, un an après que je sois arrivé, il m'a dit au début, je ne comprenais pas trop bien ton approche, mais il dit, on doit dire maintenant que depuis que tu es là, les relations sociales sont tout à fait normalisées et très calmes, et c'est très bien. Et le contexte le permettait, puisqu'à l'époque, SPI était en forte croissance, on faisait des acquisitions chaque année, donc on faisait la solidité financière de l'entreprise était bien établie, on faisait des acquisitions chaque année qui nous faisaient grandir, donc il n'y avait pas d'agenda social particulier ou compliqué, et donc il n'y avait aucune raison de se fâcher avec les organisations syndicales. Ah oui. Tiens, tu as connu des périodes de grève. Alors, je ne parle pas des grèves politiques, Oui. hein, les grèves nationales, etc., mais des grèves spécifiques à l'entreprise, tu en as connu? Oui, oui, alors peu, mais j'en ai connu et pas longues. J'ai connu des grèves de 2 jours, 3 jours maximum, notamment dans le secteur des carrières, puisque tous les 2 ans, on renégociait l'accord sectoriel hein, suite à l'AIP. Et donc là, de temps en temps, quand on avait des discussions où le point de départ des organisations syndicales et le nôtre était très éloigné, mais pour mettre la pression, on a eu parfois des grèves d'1 ou 2 jours, voire 3. La difficulté dans ces moments-là, c'est de réussir à remettre les gens autour de la table. Parce que partir en grève, c'est facile, surtout dans des moments de négociation d'AIP ou d'accords sectoriels. Le plus difficile, c'est de les mettre autour de la table, parce que pour les Ah mettre oui. autour de la table, il va falloir quelque part payer un montant ou un autre, ou en tout cas donner quelque chose. Et donc, il faut essayer d'éviter qu'ils ne quittent la table, parce qu'on sait que le retour à la table aura de toute façon un prix. Mais parfois, c'est inévitable, parce que parfois, les points de vue sont à ce point éloignés qu'on doit passer par un moment de crise, et ça se traduit souvent par un arrêt de travail. J'ai eu d'autres arrêts de travail pour la mise en place de certaines technologies, par exemple dans les track and trace des camionnettes des techniciens, pour gérer de manière plus optimale la logistique de nos camionnettes et de nos interventions sur la route. Mais évidemment, les travailleurs voient ça plutôt comme du flicage, et donc ils n'aimaient pas trop qu'on puisse voir à chaque moment de la journée où se trouvait la camionnette. Donc là, on a eu des arrêts de travail, mais qui étaient plutôt liés, là, je dirais, à un changement d'habitude de travail et de transformation de mode opératoire. Et une fois qu'ils se sont mis dans le nouveau mode opératoire, ça s'est tout de suite calmé, parce qu'ils ont bien vu qu'on n'avait pas mis ça pour les fliquer, même si on pouvait tout voir, mais qu'on avait mis ça pour faire la gestion optimale de notre tournée logistique. Ah oui, ah oui. Est-ce que parfois tu te trouves alors en double négociation, d'un côté avec les syndicats, puis de l'autre côté avec le patron de l'entreprise Oui, oui, bien te retrouves- sûr, oui, oui, ça, il faut toujours aller négocier son mandat, hein, donc il faut savoir avec quel mandat on arrive en négociation et ce qu'on peut obtenir. Donc la première négo, c'est la négo avec son boss pour obtenir un mandat, puis la deuxième négo, c'est face aux organisations syndicales. Et donc il y a un point, moi, dont je suis particulièrement fier, avec toute l'humilité qu'il faut mettre là-dedans, c'est que quand j'étais dans le secteur de carrière, on avait une commission paritaire avec les chauds fourniers. Pour ne pas les citer, l'Ouest et Carmeuse, qui sont les grands chauds fourniers, numéro 1 et numéro 2 mondiaux d'ailleurs, de ce domaine-là. Et donc, dans la chaux, on couille la pierre, alors que dans le granulat, on casse la pierre, donc elle reste crue. Donc, il y a le cuit et le cru. Et il faut savoir qu'une tonne de matière cuite a une valeur ajoutée beaucoup plus importante qu'une tonne de matière crue. Et donc, c'était toujours dans le jargon, on parlait du cuit et du cru. Et donc, même un DRH de l'époque avait même dit qui le cru, mais nous fûmes encore cuit cette fois-ci. Donc, voilà. Et donc là, en fait, on avait... il y avait les 2 gros chauds fourniers qui faisaient du cuit, et puis tous les autres faisaient du cru. Et moi, je représentais Holcim, qui était le plus gros des carriers qui faisaient du cru. Alors, on avait toujours une négociation à 2 volets. Le premier volet, c'était le secteur,
Et deuxième volet, il y avait un deuxième guichet spécial chez nous parce qu'on était les plus gros. Donc en dehors du secteur, ils venaient chercher quelque chose de plus. Et donc moi, je n'étais pas d'accord avec ça parce que au final, la tonne de cailloux, on la vendait le même prix que le petit carrier, entre guillemets. Et donc 2 ans après, j'ai dit, ben, moi, maintenant, mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus de deuxième guichet pour nous. C'est un guichet pour ceux du cru. Ceux du cru, ils feront encore ce qu'ils veulent, mais ceux du cru, c'est un seul guichet. Et donc j'ai mis 2 ans à convaincre. Et donc les syndicats étaient d'accord avec moi, M. Martin, on est d'accord. Pour autant que ce soit ce qu'on obtient chez vous qui devienne le niveau du secteur. Moi, ça, c'est la négociation qui donnera le résultat, mais en tout cas, je ne ferai plus de différence entre l'entreprise que je représente et le secteur. Il n'y aura plus de deuxième guichet. Et donc, j'ai préparé pendant 2 ans le banc patronal des patrons du cru à cette réalité que moi je voulais imposer. Et à la négociation d'après, c'est passé. Et donc ça, c'était, je trouve, puisqu'on parle de double négociation, moi j'avais d'abord négocié avec mes patrons, dire est-ce que vous êtes d'accord que je pousse à ce qu'il n'y ait qu'un seul guichet pour les gens du cru, et si c'est ça, je dois aller voir mes collègues des autres carrières pour leur expliquer que je resterai sur une position très dure par rapport à ça. Et donc mes patrons m'ont dit ok, et puis j'ai préparé le banc patronal a dit voilà la position que nous on aura, donc ce sera pour tout le monde la même chose parce qu'on vend les mêmes produits au même prix. Et puis on a entamé la discussion avec les syndicats. Là, on a eu aussi 1 ou 2 jours de grève, mais plus chez les petits carriers que chez moi. Et on est arrivé à avoir un seul accord pour tous les gens du cru. Donc ça, c'était, je trouve, une belle victoire en termes de négociation. Oui, c'est du change management à tous les niveaux. Oui, voilà, ça reste un point, ça fait longtemps maintenant, mais je trouve que c'est un point qui a marqué. Alors, tu disais l'importance de négocier son mandat. Ça me fait me rappeler une conversation que j'avais eue avec un président national d'une des grandes organisations syndicales qui me disait que ce qui était devenu difficile de leur côté, c'est qu'ils négocient avec des RH qui ont un mandat tellement étroit qui leur est donné de l'étranger. En fait, négocier avec quelqu'un qui a très peu de marge de négociation. Donc, je trouve pas mal là, ce que tu donnes comme conseil de négocier son mandat. Si on a un mandat sans aucune flexibilité, forcément, on est une position très compliquée, j'imagine, face au Oui, ça syndicat. c'est vrai, hein. Il y a souvent des centres de décision qui sont pas, principaux qui sont pas en Belgique et avec, alors c'est, je pense, certainement le cas dans des sociétés d'origine anglo-saxonne où le rapport au monde syndical est très très différent du rapport qu'on peut avoir en Belgique. Moi, j'ai eu la chance, ou en tout cas, c'est ma carrière, j'ai beaucoup travaillé pour des groupes français. Où syndicalement parlant, en France, c'est pas mal non plus. Et donc, ils ont aussi des accords de secteur, des accords de branche où ils savent bien que de temps en temps, les syndicats peuvent bloquer. Donc, ça a été moins un sujet pour moi. Mais bon, dans des commissions sociales de fédérations patronales, j'avais pas mal d'échanges aussi avec des personnes de grosses multinationales, mais plutôt anglo-saxonnes, qui expliquaient effectivement que c'était compliqué. Mais je pense qu'il reste toujours, parce que ça, oui, moi j'ai déjà eu ça, des patrons syndicaux qui disent ah, mais si vous n'avez pas de mandat aussi, c'est pas vous qui pouvez décider, alors on va aller négocier à un autre niveau. Mais je pense, et ça fait partie, je pense, du leadership ou du courage managériel, c'est aussi de dire moi j'ai ce mandat-là et j'aurai pas un supérieur, donc il faut pas aller voir au-dessus de ma tête si vous allez obtenir mieux ailleurs. Donc, mais parfois il y a des négociateurs dans une négociation syndicale qui disent ah mais moi je peux pas vous donner plus parce que mon patron m'a pas donné plus. Mais Il faut l'effet miroir. oui, ça c'est évidemment l'effet pervers. C'est pas ça. Quand on a un mandat, on défend son mandat. Et parfois le mandat était 3, parfois il était 3 quoi. Hein. Donc ici récemment, c'est comment le Conseil central de l'économie et le groupe des 10, ils ont dit la marge de l'AIP est à 0. Quand on marche à 0, on n'a pas de mandat quoi. Hein. Donc il faut juste être très très créatif pour aller sortir des trucs. Et donc il faut oui voilà, après il y a une première étape de bien négocier son mandat. Et donc c'est d'aller chercher peut-être plus que ce qu'on veut donner pour avoir une marge de manœuvre par rapport à son mandat. Et puis alors après, il faut surtout dire c'est mon mandat, il m'appartient, c'est moi qui défends mon mandat. Et pas aller dire ah oui, mais moi j'ai un mandat, je voudrais bien vous donner plus, mais il est hors de mon mandat, je ne peux pas le faire. Parce que là, on se discrédite en tant que négociateur. C'est ça, oui, assumer, mais c'est des beaux principes de leadership. Est-ce qu'il y a des principes courants en RH ou en leadership avec lesquels tu n'es pas en accord? Je trouve que mais c'est plutôt lié à l'éthique, je pense. Moi, j'ai connu un patron qui un jour m'a dit, j'ai été négocier une enveloppe pour licencier des personnes
d'autant de millions d'euros pour payer des passifs sociaux. Et donc, je l'ai négocié en dessous de l'EBIT. Donc, techniquement, ça rentrait pas dans le calcul des bonus, quoi. Et donc, en gros, on Et de avait... restructuration. Pardon? En frais de restructuration. Voilà, on avait C'est ça. une enveloppe de frais de restructuration qui n'était pas... On n'était pas en restructuration, donc c'était pas forcément nécessaire. Et donc, on pouvait licencier sans que ça ait d'impact sur les bonus. Et donc, j'ai eu une discussion avec un business unit manager qui me dit, ah, je vais licencier ce monsieur-là qui avait 63 ans. J'ai dit, mais si tu le licencies, tu vas le payer au-delà de sa retraite. Il dit, oui, mais c'est pas grave parce que ça n'a pas d'influence sur mon bonus et j'ai une enveloppe pour le faire. Et donc ça c'est une limite. Et là, moi, j'ai dit, je démissionne. 3 semaines après, j'avais démissionné parce que je dis, si c'est ça les valeurs de l'entreprise, je peux pas vivre avec ça, quoi. Donc, voilà. Donc, mais pour moi, c'est des standards éthiques importants. Sur la pratique, alors, je suis dans une entreprise aujourd'hui qui est une entreprise d'entrepreneurs. Donc, on essaye de responsabiliser un maximum nos responsables de PNL sur leur PNL. Et donc, je trouve que donc, on est très dans la verticalité des choses, où les gens ont la responsabilité de leur PNL, mais on sait que parfois, si un responsable de PNL gagne un peu moins sur son propre PNL, mais travaille en collaboration avec son voisin et qui veut aussi augmenter son PNL, que pour la somme de l'entreprise, ce sera supérieur. Mais le responsable du PNL dit, ah oui, mais non, pour mon PNL personnel, c'est moins bon, donc je ne collabore pas avec mon collègue. Et donc ça c'est des limites au modèle. Le stylo. Ouais, Créer des c'est des stylos, limites ouais. au modèle qu'on a aujourd'hui. Et donc évidemment, on rémunère aussi nos responsables de PNL sur leur résultat de PNL en marge et en valeur. Et donc évidemment, si ça touche à la marge ou à la valeur, ils sont pas chauds. Donc il faut qu'on trouve, mais bon, ça c'est un biais pour moi par rapport au mode de fonctionnement. Et donc il faut qu'on trouve à un moment donné un équilibre aussi avec une forme de transversalité où on dit, bah, si on vend plus au total chez nos clients, en marge et en valeur, on sera meilleur. Donc, voilà. Mais ça, c'est un des biais du système qu'on doit réussir ou un obstacle qu'on doit réussir à passer, quoi. Si on parle de la culture chez Equans, donc tu viens de parler de culture d'entrepreneuriat. Oui, Quels sont les autres points qu'on remarque là? Tu pas depuis très longtemps. Ça fait combien de temps que tu es chez Equans 3 mois. maintenant? 3 mois. Donc qu'est-ce que tu remarques là comme culture? Donc une culture très fortement liée à cette responsabilisation individuelle des responsables de PNL. Pour aller chercher pour leur faire prendre conscience quelque part de la valeur qu'ils créent, parce que avant Equans appartenait à Engie, où les métiers d'Equans c'était la virgule après le résultat comparé à la production d'énergie du groupe Engie. Et donc on faisait du volume, mais pas tellement, sans faire attention réellement à la rentabilité du volume. L'important était de faire du volume pour trouver plus pour la beauté de l'art de mettre des solutions techniques en œuvre que pour le résultat. Et donc là, culturellement, on sent qu'on doit opérer vraiment un changement en gardant cet art-là de bien travailler, parce que Equans s'est connu sur le marché pour sa son expertise, pardon. Et donc on dit en général, quand tu as un problème énergétique, si tu n'arrives pas à le résoudre, appelle Equans, ils auront une solution. Et donc on est connu pour ça, mais on ne le valorisait pas dans nos prix. Et donc maintenant, on doit vraiment changer cette culture-là, où quelque part, on doit plus avoir une culture de la bottom line que de la top line. Et donc ça, évidemment, il faut responsabiliser nos managers là-dessus. Donc ça, c'est... Et donc on est dans... Comment? Tu as des idées? Tu as des idées sur des programmes là, en tant que nouveau CHRO? Tu as des idées sur ce sujet, sur comment tu vas pousser ce sujet-là? Alors, je pense qu'il y a oui, donc il faut sans cesse rappeler la composante du PNL, de la top à la bottom line, et voir où sont les leviers qui nous permettent d'améliorer la situation, parce que on a plus aujourd'hui un objectif de bottom line, mais en même temps, du coup, notre chiffre d'affaires est plus ou moins stagnant. Alors qu'on sait que dans des groupes comme nous, il faut de la croissance pour supporter l'évolution de nos coûts, et parce qu'on a une ambition aussi par rapport à nos actionnaires de croître. Donc, il va falloir ménager les deux, mais donc, on doit passer quelque part d'une culture de l'effort technique à une culture du résultat et d'expertise. Et donc, ne pas avoir peur de valoriser notre expertise en disant, nous, on est reconnu comme étant experts de nos métiers, l'expertise, ça se paye plus cher que la commodité.
Et donc, il faut réussir à induire ça. Et donc, ça, c'est un point important. Deuxième point important, donc la culture de l'entreprise en matière de leadership chez Equans, c'est le concept de servant leadership, hein, donc, où quelque part les leaders se mettent au service de leurs collaborateurs pour leur permettre de réussir et de fonctionner. Donc nous, on a quelque part une responsabilité de fixer un cadre dans lequel les managers peuvent fonctionner de manière autonome. Et donc moi, c'est ce que j'appelle le principe du push and pull. Donc on doit pousser chez eux les responsabilités pour qu'ils les prennent et qu'ils les assument dans un cadre fixé. Et dans le pull, on doit leur retirer tout ce qui les embête dans leur mode de fonctionnement. Donc si je prends RH, ben, évidemment, on doit leur faire toute leur admin, toute leur paye et tout le back-office qui est lourd et qui ne crée, entre guillemets, pas beaucoup de valeur ajoutée. Et puis ce qu'on doit leur pousser, c'est des fondements de leadership, des fondements de culture, les fondements de management, pour les faire grandir et leur apprendre à fonctionner de manière autonome dans leur cadre. Ah oui. En préparation de ce podcast, Jean-Pierre, tu me parlais de ton équipe RH qui est une autre singularité de ta fonction. Tu peux nous parler de la taille et de l'organisation de ton équipe? Oui, alors voilà, comme on est 10 000 travailleurs, forcément l'équipe RH elle est un peu conséquente aussi, donc on est à peu près 130 dans l'équipe RH et on est organisé à la fois en centre de compétences où moi j'ai des N-1 qui sont patrons du talent ou patrons du campaign ou des relations industrielles, et puis alors on a une partie des équipes qui est orientée sur les opérations avec des directeurs de ressources humaines par business unit qui ont eux-mêmes des HRBP par département ou par division. Et donc, on est dans un fonctionnement, entre guillemets, matriciel, puisqu'on a à la fois des responsables de processus ou de compétences transversales RH qui doivent s'assurer qu'on applique partout quelque part les standards d'Equans, et puis on a les gens de terrain qui doivent faire descendre les standards d'Equans sur le terrain, mais qui doivent surtout faire remonter du terrain vers l'organisation les besoins opérationnels des uns et des autres. Parce qu'on est dans des métiers techniques importants, ce qui veut dire qu'on est sur des métiers qui sont souvent pénuriques. Et donc les besoins de compétences sont très importants pour nos opérationnels. Et on est sur des métiers qui évoluent très vite. Et donc il y a des technologies tous les jours qui deviennent obsolètes et des nouvelles technologies qui se créent. Et donc si on ne se forme pas en permanence et si on ne fait pas évoluer nos collaborateurs régulièrement sur les technologies mises en œuvre, on va avoir des collaborateurs qui ne sont plus compétents et donc on aura un problème de compétences. Je prends un seul exemple qui est très parlant, c'est dans tout ce qui est téléphonie et télédistribution. Pendant des années, on a installé du câble coaxial par les opérateurs de télédistribution pour distribuer la télé à la maison. Aujourd'hui, tout ça se fait par fibre optique. Et donc, quand on a toute une équipe de techniciens qui sont spécialisés en câble coax, comme on dit dans le jargon, et qui ne se sont pas... si nous, on n'anticipe pas le fait que le coax va disparaître et qu'il va être remplacé par la fibre, et que du coup, on forme nos techniciens du coax à la fibre, ce qui semble vite dit en une phrase, mais qui est techniquement quand même quelque chose de compliqué, alors on va avoir des techniciens dont on ne sait plus quoi faire, et il nous manquera des techniciens pour mettre en œuvre la nouvelle technologie. Donc nous, on doit essayer d'anticiper au maximum ces évolutions technologiques qui vont de plus en plus vite, sous les techniques qui sont de plus en plus compliquées. Donc ça, c'est un vrai enjeu aussi, où se dire on doit écouter les besoins du terrain pour répondre à ça et répondre à la pénurie. Et donc, une des réponses qu'on a données, c'est il y a 3 ans, on a créé la Equans Academy, où on a installé dans nos sites des ateliers d'apprentissage pour la soudure, pour l'électricité, pour la fibre, etc. Et où on a ça c'est chouette aussi comme expérience, on a pris des travailleurs qui étaient plutôt en fin de carrière et qui ont transmis leur savoir. Et puis on a aussi évidemment des partenaires externes parce qu'on ne sait pas former tout le monde avec nos collègues à nous. Et donc on forme chaque année pour des dizaines de milliers de jours de travail des collaborateurs à s'assurer qu'on reste up-to-date dans notre expertise et nos connaissances. Waouh! Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière pour anticiper les futures compétences ou ça se passe comment, l'identification C'est la des besoins? connaissance. Alors, ce sont nos opérationnels qui savent au mieux quelles sont les technologies qui émergent parce qu'eux font de la veille technologique.
Et donc ils vont aller à des bourses, des salons, ils sont en contact permanent avec nos fournisseurs, etc. Et donc eux savent les tendances vers lesquelles on va, et ils peuvent nous dire alors après, ben voilà, nous on va avoir besoin de telle et telle compétence parce qu'on croit dans cette technologie-là plutôt que dans une autre. On fait des choix. Nous, on a aussi des analyses de marché où on dit tiens, il y a des marchés sur lesquels on veut être présent. Je disais tout à l'heure sur la and storage, on veut faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Solar and Storage, on a beaucoup de clients qui sont similaires à Oil and Gas. Parce que tous les clients du Oil and Gas, Total, pour prendre un exemple, a fait pendant des années du gaz et du pétrole, et puis ils disent, tiens, aujourd'hui, on doit faire une transition et on doit aller vers de l'énergie renouvelable. Et donc, l'énergie renouvelable, ça peut être le solaire. Le problème du solaire, c'est que quand il n'y a pas de soleil, on ne produit pas, donc il faut qu'on stocke l'énergie, et il faut donc qu'on développe des parcs de batteries. Et donc nous, on dit, on va aller sur ce marché-là, parce que d'abord, c'est l'électricité, c'est quelque chose qu'on connaît, et puis ensuite, c'est pour des clients qu'on connaît aussi. Et donc ça, ce sont des marchés où on dit, tiens, là, il faut qu'on aille. Mais par contre, on n'a pas, entre guillemets, la connaissance spécifique du solaire, mais on va se développer pour l'apprendre. Parce qu'après, ça reste de l'énergie. Une fois que l'énergie est produite, elle doit être transformée, elle doit être transportée, elle doit être stockée, etc. Et ça, c'est des choses qu'on sait faire, mais il faut qu'on s'adapte aux nouveaux métiers. Et donc, c'est en choisissant quelque part ces nouveaux marchés, mais là, on a des équipes de business développement qui s'intéressent à tous les marchés émergents et de dire sur ce marché-là, on va se positionner, sur celui-là, on ne veut pas se positionner. Et donc, ce qui va faire qu'on se positionne, c'est soit qu'on a une expertise de base qu'on doit compléter, soit c'est des niches dans lesquelles peu de gens sont actifs et donc on peut aisément prendre une part de marché importante parce que le marché est émergent, il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs dedans. Ah oui, ah oui. Dans ta fonction, Jean-Pierre, comment tu gères, alors je parle pas uniquement de tes 3 derniers mois chez Oui. Equance, mais en général, comment tu gères les éléments de transformation culturelle avec tous les paradoxes qui en découlent, les dilemmes, les incertitudes, quand on fait de la gestion comme ça, du changement tel que tu l'expliques, ça s'accompagne Oui. souvent de tous ces phénomènes-là. Comment toi tu arrives à gérer ça? C'est pas facile. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'être méthodique, hein. Et donc, si je prends la transformation, le changement, il y a des méthodes type ATCAR qui existent. Oui. Et donc, d'être méthodique, d'avoir des spécialistes qui permettent, qui acquièrent cette compétence de méthodologie. Je pense que c'est important aussi de beaucoup se préparer et alors de travailler de concert entre ceux qui sont les précurseurs et donc qui savent les changements qui vont entre guillemets s'opérer, avec ceux qui vont devoir réaliser la transformation pour dire ok, on passe hein, euh, de quelque chose de recherche fondamentale entre guillemets à une application au quotidien. Et donc je pense qu'il faut l'anticiper, le préparer et surtout le monitorer en permanence. Donc si on dit tiens, la transformation va nous amener d'un point A à un point B, mais il faut A', A second, A tierce, etc. pour vérifier que toutes les actions qu'on prend dans un environnement extrêmement changeant sont toujours les bonnes qu'on doit prendre pour arriver à l'objectif final. Ce qui est difficile, je trouve, c'est que les cycles de changement sont de plus en plus rapides et de plus en plus courts. Et donc, quelque part, on doit s'habituer à changer tout le temps. Parce que là où il y a X années, quand on opérait un changement, il était valable pour Y années. Maintenant, on parle plutôt en mois qu'en années, quoi. Donc, Ouais, et donc, ouais, du coup, voilà, ça doit devenir quelque part une dimension culturelle ou d'ADN de dire je reste pas figé sur mes positions, je dois bouger en permanence. Mais c'est fatigant, hein, donc de tout le temps s'adapter, tout le temps bouger. Donc, et là, on revient au concept de management humain, de dire on doit quand même tenir compte aussi de nos personnes et des capacités physiques ou physiologiques ou psychologiques de nos collègues à tenir le coup sur de longue durée par rapport au changement. oui. Dans le monde anglo-saxon, on parle de change fatigue, Oui. donc la fatigue que les gens peuvent ressentir par rapport à ce que tu décris de ces changements incessants et avec des cycles très Oui. courts. Effectivement, à un moment, on peut avoir une organisation qui devient fatiguée simplement de s'adapter comme ça en Oui, permanence. c'est ça. Et alors, moi, ce que j'observe, mais c'est vraiment une observation, pas du tout démontrée scientifiquement, mais c'est qu'il y a une forme d'épuisement dans la société en général, hein, où si on regarde entre maintenant et 30 ans en arrière,
le phénomène d'épuisement, de burn-out ou de bore-out avec la perte de sens, pardon, sont des phénomènes qu'on observe de plus en plus. Le taux d'absentéisme qui avait grimpé de manière importante au moment du Covid et qui structurellement n'est pas redescendu à quelque chose de pré-Covid, sont des sujets de préoccupation importants, je trouve. Tu l'expliques comment, ça, ce changement-là? Je l'observe plus que je ne l'explique. Je pense il y a quelque part, sans doute, le Covid nous a fait prendre conscience de l'importance à mettre dans certaines choses plus liées à la vie personnelle ou la vie privée, et que donc on accepte peut-être moins aujourd'hui de se laisser manger à toutes les sauces de l'entreprise. Je pense qu'il y a un phénomène générationnel aussi, où je vois mes enfants qui ont début de vingtaine, n'ont pas un rapport à l'entreprise, au travail ou à un employeur comme nous, on pouvait l'avoir quand on avait 20 ans. Mais je n'arrive pas à démontrer ça, c'est juste des ressentis. En tout cas, quand moi Oui. j'ai des discussions avec mes enfants ou des jeunes de l'âge de mes enfants, je sens qu'ils n'ont pas le même rapport au travail, où ils ne veulent pas sacrifier leur vie pour le travail, et où le travail sera un moyen et pas une fin. Voilà, mais avec la limite aussi de est-ce que ça va fonctionner ou pas, je n'en sais rien. Donc, voilà, donc là, je pense qu'il y a un phénomène, oui, de génération, de rapport au travail par rapport aux générations. Et sur les gens de notre âge, je pense il y a cette notion de perte de sens, où on nous demande toujours, enfin, on a toujours été plus pressés comme des citrons, etc. Donc, il y a peut-être des personnes qui perdent plus de sens, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'observe aussi, et je ne l'explique pas, c'est là où il y a 20 ans, quand on n'aimait plus son job, on cherchait un autre, on démissionnait et puis on allait faire un autre job. Maintenant, on commence par dire, je m'arrête, je me repose, je me refais un projet professionnel et puis après, je me réoriente. Et donc, pendant ce temps-là, je suis malade. C'est des phénomènes que moi j'observe, mais que je n'arrive pas à mesurer ou en tout cas à expliquer scientifiquement. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'observe les mêmes, effectivement. Comme tu dis, ce phénomène, quand ça va pas, on Oui, s'arrête pour faire le point, alors qu'avant, on disait, ben, je démissionne. Et puis voilà, on prenait peut-être un risque, ou on tenait peut-être plus longtemps. Alors, il ne faut pas être passéiste. Il y a des changements oui, sociologiques qui se passent. Mais effectivement, il y a une relation au travail qui est très différente. Euh, je me rappelais dans un podcast précédent le travail de Pascal Chabot, le philosophe Pascal oui, Chabot, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur le sens au travail. Disons, il y a quand même un grand changement, c'est qu'avant, on travaillait par sens du devoir. On avait un devoir, et donc on travaillait dans la banque, à l'armée, dans une carrière qu'on avait choisie, et on ne se posait pas trop de questions. Puis après, on a commencé à vouloir être satisfait mm, de son travail. Certains ont même parlé de oui, happiness au travail. Et maintenant, on est dans une recherche de sens, parce que beaucoup de choses autour de nous ont un sens qui a évolué, y compris le travail. Et donc, il y a un changement qui est plus général dans la société, de rechercher le sens de ce qu'on fait, alors que précédemment, on a peut-être tendance à le faire par devoir, en disant, ben, je le fais sans trop me poser ce type de oui, questions. oui, je pense qu'il y a de ça, oui, effectivement. D'autres ont parlé aussi de la pyramide de Maslow, disant à partir du moment où on est tellement bien ancré dans nos besoins de base, mais quelque part, on cherche dans le haut de la Mm, pyramide ce besoin de sens, ce besoin de réalisation, et s'il n'est pas rempli, alors les mauvaises langues disent c'est parce que ça fait trop longtemps qu'on vit en paix et qu'il n'y a pas eu de guerre et oui. que donc on a perdu le sens du fait que les besoins de base ne sont pas assurés nécessairement, hein. Bon, ça c'est un autre débat. Euh, je voudrais revenir à ton style de leadership, Oui. Jean-Pierre. Là, donc, tu es d'une équipe de 130 personnes. C'est pas commun. C'est une entreprise dans l'entreprise. Et donc, tu as ton rôle de leader RH pour eQuant. Et tu as aussi ton rôle de leader pour ta propre équipe. Mm. Euh, comment tu décrirais ta manière de fonctionner comme leader? Je pense être pas un leader autoritaire. Je suis plus dans le dialogue et dans la recherche de consensus. Donc pour moi, j'adhère fortement à des notions de co-création et d'intelligence collective. Et donc j'essaye d'emmener mes équipes dans ce type d'exercice qui n'est pas toujours simple, hein, parce que certains attendent d'un chef qui a un gros ego, qu'il ait un gros ego et qu'il ait la science infuse et qui donne la direction. Moi, je ne crois plus dans ces modèles-là. Et donc, il faut que les équipes comprennent qu'on doit travailler davantage en équipe, que c'est plus le succès d'un groupe que le succès d'une seule personne. Et donc, écouter,
co-construire, travailler ensemble, encourager les personnes à réussir leurs objectifs et à réussir ce qu'elles souhaitent entreprendre, qui doit évidemment correspondre à ce que l'entreprise a besoin, etc., etc. Mais non, voilà, moi, si je devais situer mon leadership, il serait plus là-dedans. Comme je disais tout à l'heure aussi, donc stakeholder management, hein, donc comprendre ce que chaque stakeholder attend ou souhaite ou veut, pour essayer de concilier, de trouver le point d'équilibre entre tout ça. Je prends juste un exemple ici par rapport au groupe Equance dont la direction générale se trouve à Paris. J'ai senti assez rapidement en arrivant qu'il y avait un manque de confiance de la part du groupe vis-à-vis des RH de Belgique. Alors, sans vouloir comprendre pourquoi ou sans faire d'historique par rapport à ça, c'est pas important. Je me suis dit, il faut qu'on regagne quelque part la confiance, qu'on rétablisse le pont avec le groupe, c'est important. Et donc voilà, j'ai entrepris 2-3 actions pour rétablir la relation avec le groupe. Et quand j'en ai parlé avec mon équipe, il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord en disant oui, mais ce que tu fais là, ça n'a pas d'importance pour la Belgique. Je dis non, mais ça, c'est peut-être pas important pour nous, mais c'est important pour le groupe. Et donc on doit respecter aussi le fait qu'on fait partie d'un groupe et qu'on doit travailler avec eux, et qu'il faut qu'il y ait une confiance renouvelée. Et donc voilà, passer du temps à expliquer pourquoi on fait les choses, comment on les fait, sans doute pour donner du sens, me paraît important dans le style de leadership également. Quelle partie de ton travail consiste finalement à gérer ta propre équipe? Quel pourcentage de ton temps, si tu arrives à l'évaluer, consiste finalement à gérer ta Ouais, grande c'est équipe? encore un peu prématuré de le dire maintenant, parce que ça Oui, fait que 3 mois que je suis là, mais si je regarde à la cible, on était 10 500 avec une équipe à peu près équivalente, c'est à peu près la moitié du temps, hein. Donc la moitié du temps, c'est de gérer. Parce qu'en fait, entre guillemets, tu ne produis plus grand-chose toi-même, hein. C'est tes équipes qui produisent, donc tu dois t'assurer qu'elles sachent qu'est-ce qu'on attend, ce qu'il faut faire, vérifier qu'elles ont les moyens pour le faire, vérifier qu'elles y travaillent, travailler inspiré pour que ça fonctionne, etc. Donc, mais produire une note ou produire un rapport ou produire des statistiques, je n'en sais rien, ça, on ne sait plus. Donc, c'est vraiment plutôt réussir à déléguer, ce qui n'est pas toujours simple, hein, parce que quand on délègue beaucoup de choses, souvent elles ne reviennent pas exactement comme on les aurait fait soi-même. Et donc, il faut accepter ok. que ce qui est fait répond à l'attente, même si c'est pas fait exactement de la manière dont on aurait voulu que ce soit fait. Oui, comment tu places le curseur? Comment, à partir de quand tu dis non, là vraiment, je peux pas accepter ça? Quand quand ça va pas répondre, enfin quand je sais que ça va, donc si on doit présenter quelque chose à une instance, quelle qu'elle soit, un comité de direction, un organe syndical, le groupe, etc., quand je sais que ça va coincer, alors ça passe pas, quoi. Parce que je dis: «Mais là, il y a une faille, là, ça va pas passer, là, c'est pas clair ce que tu expliques, désolé, mais je comprends». Moi qui suis du métier, je comprends déjà pas ce que tu m'expliques, donc si tu vas l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas du métier, il va vraiment rien comprendre. Donc voilà, essayer de faire percevoir quels sont les modes de compréhension des personnes à qui on va présenter, pour s'assurer que la façon dont on va le présenter va être claire. Tu vois, quand on présente quelque chose à quelqu'un qui dit: «Mais ça, c'est du jargon de RH, je ne comprends rien à ce que tu me dis», on n'est pas bon. Donc il faut qu'on le dise dans un jargon qui est compréhensible par la personne, mais sans fourvoyer le message. Donc voilà, ça c'est le limite. Comment tu as géré ton arrivée dans ton équipe et dans Pardon? l'entreprise? Comment tu gérais ton arrivée? Attends, on va le Oui. refaire. Comment tu gérais ton arrivée dans l'entreprise et dans ton équipe? Beh, alors, moi, je suis arrivé curieux de tout, donc curieux de découvrir les personnes, curieux de découvrir le métier, curieux de découvrir, qui fait quoi. Et donc j'ai été beaucoup sur le terrain, j'ai été voir beaucoup les gens, je me suis déplacé. J'étais vers les gens plutôt que d'attendre dans mon bureau qu'on vienne à moi. Et j'étais à la rencontre, comme je le disais tout à l'heure, de mes principales parties prenantes. Donc j'étais voir mes collègues de l'Excom, j'ai écouté mes équipes, j'étais à Paris voir les gens du groupe, j'ai été rencontrer les syndicats individuellement, etc. Donc vraiment favoriser la rencontre, l'écoute. Alors je pense que j'ai une personnalité assez sociable et je cite ce qu'on m'a dit, plutôt solaire, parce que j'ai souvent le sourire et j'ai un visage plutôt accueillant. Et donc je pense que voilà, ça c'est la façon d'entrer en matière.
moi, j'arrive pas avec la science infuse, hein, j'arrive avec l'idée de comprendre. Je crois que je connais mon métier, donc après, on pourra appliquer des choses, mais il faut d'abord comprendre les enjeux, comprendre comment ça fonctionne, comprendre la culture, et puis seulement après, alors on définit la feuille de route, quoi. Cool, cool. Est-ce qu'il y a une erreur marquante ou une bourde que tu as fait que tu serais OK de partager ici en termes d'apprentissage? Oui, je pense, j'ai fait cette erreur-là au moins 2 fois, donc elle mérite d'être partagée. C'est d'attendre Ah trop oui. longtemps pour prendre les décisions par rapport à certaines personnes. Je dis dans une équipe, il faut qu'il y ait une forme de chimie ou d'alchimie qui se mette en route et pour que l'équipe, fonctionne et que ce soit fluide et de temps en temps, il y a une personne dans l'équipe qui n'est pas forcément déméritante, qui n'est pas forcément incompétente et cetera, mais avec qui la mayonnaise pourra pas prendre. Et donc si la mayonnaise peut pas prendre, on reste avec de la moutarde, de l'huile et un œuf, et ça marche pas. Donc je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de parfois avoir trop donné, sa chance ou, se dire: «Ça va s'arranger avec cette personne-là», alors que si j'étais tout à fait honnête avec moi-même et objectif, je savais que ça n'allait pas s'arranger, quoi. Donc et là, je pense qu'il faut à Oui. un moment donné trancher et donc je dis, hein, c'est pas une question de compétence, c'est pas une question de personne, c'est souvent une question d'alchimie, d'une personne vis-à-vis d'une équipe, et donc ça, je pense que quand on arrive dans une équipe, il faut réussir à assesser assez vite est-ce que ça va aller ou pas avec tout le monde? Et si ça va, tant mieux. Si ça va pas, il faut prendre des décisions, rapidement, pour que ce soit derrière et alors on peut construire, par la suite. Ah oui, c'est bien, c'est un bon conseil de leadership. Euh, Dans ta fonction avec beaucoup de responsabilités, il y a un élément qui est essentiel, c'est de prendre soin de son énergie, c'est de tenir dans la longueur. Oui. Comment toi tu gères ton énergie et celle des personnes qui t'entourent dans ton équipe? Et c'est un vrai enjeu parce que c'est pas simple, moi j'ai un peu une tendance à pas dire non suffisamment vite ou suffisamment tout court ou suffisamment tôt, donc de temps en temps il faut, je me laisse entre guillemets, un peu, noyé, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, surmené et ça, il faut vraiment avoir des alertes qui permettent de s'en rendre compte. Alors heureusement avec l'âge ou la sagesse, on s'en rend compte plus vite qu'avant et donc il faut réussir à se préserver des moments, de pause ou des moments oui, de repos. Donc, moi alors j'essaye, c'est très personnel, mais je travaille la semaine, je peux travailler, à toute heure, le jour et la nuit s'il faut pour terminer les choses, mais j'essaie de préserver le week-end. Donc le week-end, Ah j'essaie oui. de couper, vraiment. Alors après, s'il y a une urgence, s'il y a un accident de travail mortel, évidemment, on coupera pas, mais j'essaie de couper, de voir si c'est urgent ou pas. Ça, c'est important. Chez mes collaborateurs, j'essaie aussi de voir un peu, mais il faut apprendre à les connaître, de voir quand ils arrivent un peu dans la zone, rouge du contour et de les ménager, de dire, «Allez, fais une pause, prends du recul», et souvent, je trouve que par rapport aux collaborateurs, une saturation d'énergie, enfin, ou une baisse d'énergie, ça peut se combler par la connaissance des personnes et donc de leur permettre de venir ventiler ou de venir dire: «J'ai plus d'énergie» et de savoir comment on en regagne ou ne fût-ce que de dire: «OK, alors on te préserve pendant un certain temps», quoi, donc Bien. ça, c'est Oui, oui. important. Mais c'est important d'avoir enfin, alors c'est peut-être paradoxal, mais moi, j'ai plus l'impression de mieux le détecter chez les autres que chez moi et donc du coup, de prendre mieux soin des autres que de moi-même. Bon, Ton côté empathique qui prend le dessus. Oui. J'ai vu ça aussi effectivement avec mes propres équipes et qu'effectivement un élément quand quelqu'un perd l'énergie, quelque chose qui fonctionnait toujours très bien, c'était de se réaccorder sur les priorités. oui, J'étais étonné de voir à quel point parfois les gens peuvent mettre de l'énergie dans quelque chose, on dit mais écoute ça c'est pas très grave si c'est pas fait ou si c'est fait plus tard. Par contre ceci, oui. là vraiment là-dedans, et à quel point ça peut soulager aussi de s'entendre dire écoute tout n'a pas la même importance et donc voilà ensemble comment on peut discuter de ce qu'on peut laisser tomber. Et voilà s'il y a Oui, des oui, choix à c'est faire. ça, hein. C'est vrai que Donc c'est bien, c'est c'est toujours aussi une question de mandat, hein, c'est renégocier son mandat ouais, de ouais, priorité. ouais. Alors après moi comme tu le disais, j'ai une fonction,
avec beaucoup de monde, des gros budgets, donc c'est un peu une PME dans l'entreprise, hein, la gestion du département. Ce qui fait que moi je suis aussi souvent seul et donc j'ai pas toujours, comme quand on est plus jeune, quelqu'un de très proche au-dessus de moi qui me guide ou qui vérifie si mon niveau d'énergie va bien. Donc ça, il faut apprendre à plutôt se jauger tout seul et à trouver des solutions plutôt seul parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui le fera pour nous, quoi. Arriver à un niveau de Oui, oui. responsabilité comme celui-ci, on se dit qu'on est autonome et que ça fonctionne, quoi. Donc voilà. On a une particularité aussi en tant que CHRO ou DRH, c'est qu'on est un membre un peu spécial de la direction et donc on ne peut pas aller parfois s'épancher chez des collègues de la même manière que d'autres pourraient le faire avec nous. Donc on a aussi parfois ce sentiment d'un peu être isolé, parce qu'on dit, bon, ben, si j'ai quelque chose qui me tracasse mais qui est un peu confidentiel, ça va être compliqué d'en parler à quelqu'un. Oui, oui, c'est ça, exactement. Parce que, oui, voilà, le DRH dans un comité de direction, il peut servir de soupape à ses collègues, mais l'inverse, c'est sans doute pas aussi vrai. Après, ce que je crois là-dedans, moi, c'est le pire management, quoi. Donc, si tu as quelques pairs de confiance avec qui tu peux échanger dans un réseau RH plus confidentiel. Moi, je fais partie d'un réseau RH assez confidentiel dans la mesure où il est ouvert que à des DRH, il n'est pas ouvert à des consultants ou des service providers, etc. Et il faut être coopté pour entrer dans ce réseau. Donc, ce C'est qui ça. fait qu'on se connaît bien et qu'on se fait vraiment fortement confiance. Et que quand on a des soucis, on peut appeler l'autre du réseau en disant, tiens, je suis confronté à tel souci ou tel niveau d'énergie qui baisse, est-ce que tu as déjà connu ça, et comment tu gères, etc. Donc ça, je trouve qu'avoir quelques pairs avec lesquels on peut échanger, ça c'est important. L'importance du réseau. Oui, Ouais, un réseau à l'extérieur oui, oui. de l'entreprise. Oui. C'est une chose qu'on connaît sans doute pas au début d'une carrière, hein, l'importance de se constituer un réseau en dehors de l'entreprise, dans l'entreprise aussi, bien Oui. entendu, mais aussi en dehors, c'est très important. Oui, tout à fait, c'est vraiment salutaire, parce que parfois ça permet de gagner beaucoup de temps quand on peut partager une problématique qu'on ne sait pas trop comment appréhender, et puis quelqu'un a déjà vécu la même chose, et puis ça permet d'accélérer, ou bien effectivement, de temps en temps, quand on a un sujet plus personnel ou qu'on n'a pas envie de confier à quelqu'un d'entreprise, c'est important, hein. Mais c'est toute la notion de communauté, hein, la communauté dans l'entreprise, c'est aussi quelque chose de très important. J'ai toujours été très surpris de voir à quel point les problèmes qu'on pense être uniques à notre entreprise et spécifiques à notre entreprise sont tout à fait vécus de la même manière Ouais. ailleurs, finalement. Le réseau, ça sert aussi à ça, de se dire, mais en fait, ce que je vis, c'est assez classique et c'est pas si spécifique et si unique que ça, Non, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. Et souvent, oui, on entend, oui, mais nous, on est tellement spécifique qu'il y a ça chez nous, mais non, c'est pas vrai. Ouais. Comme tout le monde est différent, personne n'est différent, Oui, en effet. voilà, c'est ça. Euh, Au niveau des talents, comment tu repères, en tant que CHRO, comment tu repères les talents et quels conseils tu donnerais aux gens qui veulent développer leur carrière? Alors, repérer les talents, je pense que c'est les connaître. Et donc, souvent, je trouve qu'il y a un biais dans les ressources humaines où on s'attache plus aux outils et aux processus de gestion de talent qu'aux talents eux-mêmes. Et donc, alors évidemment, c'est important d'avoir un bon outil pour pouvoir, surtout dans des boîtes où on est 10 000, voire 90 000, si je prends tout le camp, voire 200 000, si je prends le groupe WIC, c'est important d'avoir un outil qui permet de stocker ces datas et de pouvoir les exploiter. Mais si on ne connaît pas nos gens, on va stocker des datas qui ne reflètent pas la réalité. Et donc, je pense qu'il faut commencer par connaître les gens. Ça, c'est vraiment la première chose. Et donc, il faut les rencontrer, il faut leur parler. Il faut leur parler de manière structurée pour justement identifier les compétences, leur potentiel, etc. Donc ça, il y a des processus ou des outils qui aident, hein, mais je vois souvent, moi, quand je parle avec des gens qui s'occupent du talent, qui me parlent de processus d'outils plus que des personnes. Et donc ça, je trouve, si j'ai un conseil à donner, c'est de dire, il faut connaître les personnes et donc il faut aller à leur rencontre et il faut vraiment bien les connaître. Et donc chacun pour son périmètre, hein, donc moi je ne peux pas connaître 10 000 travailleurs, mais évidemment il faut que ça percole dans l'organisation. Ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faut connaître les personnes, mais il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui connaissent la même personne pour avoir des regards croisés. Parce que moi je peux avoir un regard sur quelqu'un, mais ce sera avec mon stéréotype ou mes biais de RH, et un opérationnel va peut-être regarder quelqu'un différemment. Et si on connaît mieux ou moins bien la personne, il y a peut-être des traits de personnalité qui seront plus ou moins compatibles. Donc, croiser les regards en connaissant les personnes, je pense que ça permet très fortement de diminuer les biais et donc d'avoir un regard plus authentique ou plus réel sur les personnes. Après, les conseils qu'on peut donner sur
sur le développement personnel. Pour moi, c'est vraiment, et ça, c'est aussi quelque chose, je trouve, difficile à faire comprendre, et certainement chez les jeunes, on est acteur soi-même de son propre développement. Et donc, il faut d'abord se fixer à soi un objectif de développement ou un objectif de carrière ou d'évolution, que sais-je. Et il ne faut pas attendre que le patron ou le RH ou je ne sais pas qui vienne dire: «Ah, mais toi, tu vas faire ça». Parce que moi, j'ai déjà eu plein de personnes qui viennent chez moi: «Je veux évoluer». «OK, tu veux faire quoi?» «Ah, je sais pas, qu'est-ce que tu as à me proposer?» Mais ça, évidemment, ça fonctionne pas super. Donc il faut donner aux personnes les moyens, que ce soit des outils ou des processus ou des mentors ou des coachs, que sais-je, pour qu'ils puissent apprendre à davantage se connaître eux-mêmes et à davantage connaître leurs envies, leurs besoins et leurs aspirations. Et puis alors on peut commencer à discuter. Ah Ça oui. c'est important, je trouve, parce que voilà, si on n'est pas acteur soi-même, de son propre, de son propre chemin, mais on va jamais que faire, suivre quelqu'un d'autre sur un autre chemin, quoi. On en a un peu parlé précédemment, mais est-ce que tu vois des nouvelles attentes dans les nouvelles générations que tu vois autour de toi? Tu travailles depuis 30 Ouais. ans, est-ce que tu vois des choses qui ont changé? Mais je pense que, ça recoupe un peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur nous, mais sans doute une génération du devoir, hein, où on devait travailler, on devait, avancer et cetera. Aujourd'hui, je sens qu'il y a un rapport très différent, où finalement le travail est un moyen, d'arriver, à construire sa vie, mais pas du tout une fin en soi. Et donc ça, je pense que c'est, la génération des millennials, là, qui arrive sur le marché de l'emploi aujourd'hui, elle va nous secouer parce que je pense qu'elle a vraiment un mode de pensée très différent, sans être dans la caricature, parce qu'il faut nuancer évidemment, tous les millennials ne sont pas égaux ou ne sont pas les mêmes, mais s'il y a une tendance de fond, je pense qu'ils vont nous challenger sur, notre rapport au travail, sur ce qu'on a fait, et cetera, qui va profondément changer, je pense, les rapports, dans l'entreprise et les rapports au travail. La seule question que je me pose, c'est, moi j'ai parfois l'impression que si les jeunes aujourd'hui, ils sont plus dans un rapport individuel par rapport au travail, moins dans une dimension collective. Et donc je veux bien le beau salaire et les bonnes conditions de travail, mais je veux travailler quand j'ai envie et machin bazar. Donc je ne sais pas si ce modèle-là est durable dans le temps, surtout comparé à des pays plus émergents où là, les gens ont une soif de travailler parce qu'ils sont encore, je dirais, pas au même stade d'évolution qu'ici. Et donc, du coup, j'ai un ami, moi, qui dit toujours en rigolant, l'Asie court quand l'Europe marche. Et donc, si l'Europe marche et que l'Asie court, est-ce qu'à un moment donné, l'Europe existera encore, façon de parler, en caricaturant, évidemment. Mais donc, je ne sais pas si tout ça. On parle beaucoup aujourd'hui de durabilité, de robustesse. Moi, je pense que les Européens sont bien positionnés par rapport à ça, parce qu'il y a cette prise de conscience de gérer les entreprises de manière robuste, durable et pas à court terme, ce qui est sans doute moins le cas dans certaines autres zones du monde. Qui a raison, je ne sais pas, mais donc est-ce que demain on va tous se faire manger par des entreprises chinoises? Je n'en sais rien, je ne vais pas faire la dystopie, mais ça, c'est la question que je me pose. C'est est-ce que notre modèle va persister dans le temps par rapport à un contexte beaucoup plus global, où ailleurs on pense peut-être pas comme nous, quoi. Est-ce que tu vois d'autres changements là, qui te passionnent ou qui t'inquiètent? Non, si tu essayes de te projeter dans le futur? Après, il y a une situation géopolitique aujourd'hui qui semble quand même changer. Alors, je ne sais pas si le fait d'un ou deux personnages qui vont pas durer dans le temps, mais je trouve que géopolitiquement, au niveau mondial, on assiste quand même à des mutations importantes. Et donc, si elles sont durables, je me demande vers où ça va nous amener. On assiste aussi, je trouve, à une reconcentration énorme des richesses sur quelques personnes, hein. Donc je pense que les 10 personnes les plus riches au monde sont aussi riches que la moitié la plus pauvre de l'humanité, donc ça fait quand même 4 milliards de personnes. Quand 10 personnes sont aussi riches que 4 milliards de personnes, il y a un truc qui va pas, quoi. Et donc je trouve que ça, c'est inquiétant, cette concentration dans une économie mondialisée. On a des concentrations de fortune qui sont incroyables et qui se font à des vitesses incroyables. Si tu prends le top 20 des fortunes mondiales de Forbes, je crois que la moitié n'existait pas il y a 15 ans. Donc en 15 ans, des gens ont bâti des fortunes colossales.
Donc ça, c'est des choses qui sont, je pense, susceptibles d'amener des mutations importantes dans nos entreprises ou dans notre mode de fonctionnement. Certains disaient aussi on va vers des reculs sociaux, donc est-ce que ce sera le cas ou pas? Ça, c'est des points d'inquiétude parce qu'il me semble qu'il y a des espèces de lames de fond qu'il n'y avait pas il y a X années. Et donc je ne sais pas où ça va nous mener, mais ça me semble pas extrêmement encourageant, je trouve. Est-ce qu'il y a une tendance RH ou leadership que tu trouves essentielle? Oui, je pense que, alors je sais pas si c'est une tendance vraiment neuve parce qu'on en parle depuis quelque temps, mais tout ce qui est management humain, care of people, ça me semble être des choses vraiment importantes. Là où je relisais encore un article ce matin là, sur servant leadership. On disait finalement, si on prend soin de nos gens, ils seront sans doute plus performants que si on ne se préoccupe que de la performance de nos gens. Et donc ça, je trouve que dans dans une société où on a un taux d'absentéisme qui est important, ou si on prend la Belgique, on a aujourd'hui plus de malades de longue durée que de chômeurs. Il y a un vrai enjeu là autour, je pense. Mais en même temps, on doit rester des entreprises compétitives. Il faut réussir à garder la tête hors de l'eau, etc. Mais là, il y a un vrai enjeu ou un paradoxe. Je dis, comment est-ce que les entreprises peuvent rester performantes tout en prenant soin davantage de leurs personnes, quoi. Ça fait 2-3 fois que tu utilises le terme management Oui. humain. Est-ce que c'est en relation avec les travaux de Laurent Tasquin? Oui, notamment, oui. C'est à lui que je pense en disant ça. Oui. Mais il y a aussi des séminaires comme le #Summer Academy là, qui avait parlé à une époque du care of people, où on sent quand même qu'il y a une tendance de plus en plus importante quand on parle de sens, quand on parle d'absentéisme, quand on parle d'individualisation du monde du travail, des rapports au travail qui changent, etc. Je pense qu'il y a toute cette dimension d'humanisme dans l'entreprise qui a peut-être fait défaut dans les années précédentes. Oui. Puis il y a quelque chose de particulier en entreprise. C'est vrai on voit beaucoup de gens qui finalement sont malheureux ou malades de leur travail. Et on voit peu de managers qui sont fondamentalement des monstres. Oui. On voit peu de managers qui sont des gens qui vont sciemment maltraiter les gens. Il y a certes des gens maladroits et on est là en ressources humaines pour les accompagner parce que le métier de manager n'est vraiment pas simple. Mais qu'est-ce qui se passe là entre les deux? Puisque souvent les gens finalement en veulent ou ont des récriminations vis-à-vis de leur manager. Et quand on rencontre le manager, on n'a pas non plus l'impression que c'est quelqu'un de si abominable. Et donc, qu'est-ce qui se passe là dans la notion de travail ou dans l'expérience de travail pour que ce soit si dramatique Oui. avec des managers qui ne sont pas des gens si exceptionnellement mauvais que ça? Oui, c'est vrai, il y a des questionnements liés au sens. Peut-être il y a des rapports à l'autorité qui changent aussi. Moi, je vois sur les plus jeunes générations, ils ont un rapport à l'autorité qui est fondamentalement différent de ce qu'on pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans. Donc, peut-être qu'il y a des choses comme ça, des mutations dont on ne se rend pas compte. Peut-être aussi que le mode de management qu'on apprend dans les business schools et dans les programmes académiques sont plus les modèles qu'il faut apprendre aujourd'hui, hein, où on est encore dans des modèles. Alors, bon, moi, je l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé pour des boîtes françaises, elles sont souvent un peu centralisatrices et jacobines, mais est-ce que des modèles pyramidaux avec une hiérarchie et du management assez directif est encore ce qu'il faut aujourd'hui? J'en suis pas convaincu, mais On a essayé d'autres, toi, tu as pu tester d'autres modes de fonctionnement? alors, Tu parlais d'intelligence collective tout à l'heure, tu as fait des ouais, sur expériences là-dedans? l'intelligence collective, là, moi, j'ai travaillé sur des projets, des projets qu'on a menés en intelligence collective, mais je pense que ça marche pour des projets, où on doit mettre en place quelque chose de neuf sous forme de projet. Je n'ai pas expérimenté ça dans le day-to-day opérationnel. Ça me semble, quand j'étais à la CIB, c'est ce que le patron des opérations disait. Quand il y a un camion qui est en double file et qui bloque un tram, qui bloque un autre tram, qui bloque un autre tram, on dit on ne fait pas l'exercice d'intelligence collective, hein, c'est le chef qui décide et on applique les ordres pour débloquer la situation. Bien Ça sûr, dépend, oui, donc tout à fait. voilà. Mais je pense en tout cas, après, moi je ne crois pas qu'il y ait une solution
que one size fits all, ça fonctionne, tu vois. Donc il faut faire des exercices d'intelligence collective quand ça s'y prête, il faut faire preuve d'autorité quand ça s'y prête. Enfin, je dis, s'il y a une crise et une urgence, je pense que là, il faut un minimum d'autorité pour organiser, ordonner les choses. Si je reprends l'exemple des attentats à Bruxelles, et notamment l'attentat dans la station de métro Malbec, je veux dire, là, c'est une situation de crise et d'urgence. Tu étais à la cible à ce moment-là? Non, je n'étais pas encore, mais j'en ai beaucoup entendu parler, Oui. mais c'est des situations de crise et d'urgence où là, tu es en gestion de crise, dans des salles de crise pendant des jours entiers, donc on n'est plus, on n'est pas dans le même. Et donc là, si on applique les modes d'intelligence collective et de co-construction, etc., on risque de pas aller très vite. Alors, on parle d'un curseur, hein, finalement, Oui. de se dire, c'est la capacité d'augmenter la zone du côté, comme tu dis, en gestion de crise, il faut être très directif et décider rapidement. Donc, effectivement, c'est un style de gestion, mais qui n'est pas approprié quand on est sur d'autres sujets où on peut manier un curseur pour aller plus chercher les compétences diverses qui sont présentes. Je pense qu'une méconception par rapport à l'intelligence collective, c'est pas de se dire que l'opinion de tout le monde compte sur tous les sujets de manière égale. Oui, c'est clair. On va aller chercher la compétence, c'est comment on balaye les jeux de pouvoir, comment on balaye les choses qui peuvent se passer qui ne sont pas bonnes pour des prises de décision, pour pouvoir entendre toutes les voix qui comptent Oui. dans une décision. Pour moi, c'est 100% de la société qui compte, parce qu'on estime que tout le monde a une voix qui est intéressante dans un domaine, mais dans un autre domaine, ce sera quelques personnes, mais comment on s'assure d'entendre chacun, comment on capte toutes les idées. Donc finalement, c'est une forme d'inclusion, Oui. l'intelligence. C'est une forme de gestion de l'inclusion. Qui prend, je pense, plus de temps au départ, mais qui génère beaucoup plus d'adhésion. Donc, c'est pas efficient, mais c'est efficace, dans le sens où Bah, il faut mettre des choses en œuvre, mais on va atteindre un résultat. oui, mais si c'est tu regardes le cycle complet, tu vas passer plus de temps au départ, il faut en gagner par la suite. Donc, si tu prends le complet, c'est efficient. exact. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que Sur si tu as de l'adhésion, une intégrale de l'équation, effectivement, on est effectivement dans de l'efficience. si tu as de l'adhésion, ce sera mieux. On va aller vers la conclusion de ce podcast. Est-ce qu'il y a une idée ou un message que tu as envie de transmettre aux auditeurs du podcast? Alors, je ne sais pas qui sont exactement les auditeurs du podcast, donc je dirais que moi, je reste passionné par mon métier des ressources humaines parce que je trouve que c'est un métier qui évolue très vite et très fort. Alors, c'est peut-être lié aussi à l'âge ou à la maturité dans la fonction, mais moi, mon métier aujourd'hui n'est plus du tout le même qu'il y a 30 ans. Et donc, Oui. je trouve que ça, c'est chouette d'avoir réussi à évoluer, à faire évoluer le métier. Je pense aussi que Qu'est-ce qui a changé, Jean-Pierre? Excuse-moi de t'interrompre, mais qu'est-ce qui a changé? je pense que le métier a gagné, en tout cas, peut-être pas encore de manière universelle, mais à beaucoup d'endroits, des lettres de noblesse où le métier des ressources humaines est un métier qui est maintenant une fonction à part entière d'un comité exécutif où plus personne ne se dirait tiens, on n'a pas besoin des RH dans un comité exécutif parce que la culture, les valeurs, la transformation, l'humain sont des éléments clés dans la réussite d'une organisation. Et donc, je trouve que ça, c'est assez passionnant de voir que oui, ce métier est devenu un métier quelque part incontournable de l'entreprise. Bon, après, il faut le faire bien, il faut le faire pas correctement, il faut vraiment bien le faire et bien comprendre les enjeux du métier, mais ça, c'est chouette, je trouve. Et donc, je trouve que ça reste un beau métier dans lequel je crois, et donc j'espère que ça donnera la vocation à d'autres. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais avec le retour d'expérience au Jean-Pierre d'il y a 30 ans, au début de carrière? Je pense qu'il faut davantage oser et entreprendre et accepter de faire des erreurs et de vivre des échecs. Pour autant, évidemment, que l'environnement dans lequel on se trouve le permette. Ça, je pense que c'est important qu'une entreprise donne à des plus jeunes la chance de se planter. Quelle belle conclusion. Merci Jean-Pierre. Avec plaisir, merci à toi. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.